Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour ce colloque Répondez à l'appel. Merci d'avoir répondu à l'appel, à notre appel du moins, pour le colloque sur l'innovation par le design dans l'action publique. Donc, je suis Patrick Marmen, je suis chef d'équipe au bureau de design de la Ville de Montréal et je vous présente Isabelle Verillac, directrice internationale et innovation, je ne me trompe pas, c'est ça, à la Cité du design de Saint-Étienne et également présidente du BEDA, donc le réseau européen des centres de design. Bonjour à tous, merci Patrick. Je suis ravie d'être ici et d'organiser cette conférence sur le design dans l'action publique avec la ville de Montréal. Donc, je suis avec des collègues de la Cité du Design qui sont présentes et de Saint-Étienne Métropole, Sonia Elibi et Nathalie Arnoux, que vous verrez au cours des conférences. Et je vous prie d'excuser notre président, Marc Chassot-Bénet, qui n'a pas pu se joindre physiquement à nous, qui est donc président de la Cité du Design, vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge du design et du numérique, et aussi maire adjoint à la culture à la ville de Saint-Étienne. Donc nous aurons un message de sa part en clôture de cette journée. Mais nous avons hâte de commencer. Merci beaucoup Isabelle. C'est une activité qui n'aurait pas été possible sans la Cité du Design, donc ça a été une très riche collaboration depuis un an. Donc juste un petit peu avant de commencer. C'est flou, c'est normal. je vais vous lire ce qui est écrit. En fait, c'est juste des petites notes techniques. C'est juste pour vous dire qu'il y a un photographe dans la journée aujourd'hui. Donc, on vous prévient que c'est des photos qui pourraient être prises dans des exercices de communication de la Ville de Montréal. Si vous désirez ne pas que vos photos soient retirées, en fait, là, ne soient pas diffusées, il y a le courriel un peu partout, designmontréal@montréal.ca. N'hésitez pas à nous écrire d'ici demain. Puis on triera la banque photo. Et de même, il y a deux caméras, une caméra qui est là-bas, une caméra qui est ici. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, vous pouvez vous asseoir un peu loin du champ de la caméra. Donc, c'est un peu les informations techniques de début de journée. Je le disais tout à l'heure, le colloque n'aurait pas été possible sans la collaboration de Saint-Étienne. Merci beaucoup à la Cité du Design et au Centre Jacques-Cartier là, qui facilite ces collaborations-là. Puis il faut le noter, qui facilite ces collaborations-là entre Montréal et Saint-Étienne en design depuis maintenant 2003, 2022, presque 20 ans de collaboration sur nos stratégies municipales d'action en design. Donc c'est vraiment une collaboration riche pour nous. Juste pour commencer, on a un petit mot de notre élu responsable du développement économique, de l'innovation, du savoir et du design, M. Luc Rabouin. Donc, on peut... passer. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les participantes et les participants qui contribueront aux échanges pendant ce colloque. Vous avez répondu avec enthousiasme à l'appel qui vous a été lancé pour explorer le potentiel d'innovation par le design dans l'action publique et pour discuter des moyens d'action possibles pour stimuler cette innovation. Les occasions d'échange et de collaboration comme celle-ci entre la Ville et les professionnels du design sont essentielles. C'est un moment de rencontre unique pour aider à nourrir la réflexion et poursuivre notre engagement envers la qualité et l'exemplarité en design dans un contexte de nécessaire transition socio-écologique. L'innovation et la créativité sont des leviers incontournables pour faire face aux enjeux cruciaux de notre époque. C'est d'ailleurs dans cette perspective que la Ville de Montréal a adopté en 2019 l'agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture, avec la reconnaissance que les professionnels du design sont de précieux alliés en matière de transition écologique et d'inclusion sociale. En plus d'être un secteur économique phare de la métropole québécoise, nous savons que le design est un processus qui peut aider la Ville à améliorer les services aux citoyennes et aux citoyens. Montréal est membre du réseau des villes créatives de l'UNESCO et nous sommes engagés à mettre en œuvre des stratégies municipales d'action en design. Les nombreuses collaborations entreprises avec la Ville de Saint-Étienne, qui est également membre du réseau des villes créatives, témoignent de notre volonté de contribuer et d'apprendre de nos collègues du réseau. Grâce à l'échange et au partage d'expertise, notamment à travers l'organisation conjointe de colloques dans le cadre des entretiens Jacques-Cartier, la Ville de Montréal a pu initier des démarches d'innovation sur le design et la ville en repensant, par exemple, l'aménagement des abords de nos chantiers municipaux.
Notre collaboration avec Saint-Étienne se poursuit donc et je tiens d'ailleurs à remercier les représentants présents aujourd'hui ainsi que les nombreux collaborateurs et collaboratrices qui ont nourri la réflexion sur le programme et aidé à l'organisation de cet événement qui s'annonce des plus enrichissants. Donc à toutes et à tous, merci. Merci beaucoup, M. Rabouin. On va lui transmettre nos bons mots. Là, il s'excusait de ne pas pouvoir être présent avec nous aujourd'hui. Donc, juste avant de commencer, un tout petit mot d'explication pour vous dire d'où vient le contexte et le sujet du colloque et les intentions de la journée. On a voulu rassembler deux communautés aujourd'hui, la communauté du design montréalais, dont plusieurs sont de représentants, et les professionnels municipaux pour créer une journée d'échange. Puis c'est un peu dans ce contexte-là qu'on positionne de plus en plus notre action au bureau de design, c'est-à-dire de créer des opportunités d'échange entre la ville et le milieu du design. Ceux qui viennent de la ville le savent bien, on a le nouveau plan stratégique municipal Montréal 2030 positionne 4 grands axes d'orientation, dont le 4e est l'innovation et la créativité. Donc on a cet appel à l'action en innovation qui nous provient de nos élus. De façon, juste un petit peu avant, la Ville, M. Rabouin le rappelait, a adopté l'agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design. Et l'agenda se retrouve dans ce 4e axe, innovation et créativité, de l'action de la Ville. Et ça nous a beaucoup interrogés au bureau de design. On nous met là. Hein, des fois, le lien design, créativité, innovation peut sembler aller de soi, mais dans le contexte public, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Puis comment on peut engager une collaboration vraiment positive d'innovation avec les designers pour répondre aux 3 autres axes, mais surtout 2 autres axes ou 2 autres orientations du plan stratégique Montréal 2030, qui sont la transition écologique et l'inclusion, la diversité et l'équité. Donc, c'est un peu le grand thème, en fait, comment on reprend cette initiative-là ou cet engagement des élus et qu'on développe notre action. Puis c'est une première journée de réflexion qui a vraiment l'idée d'orienter notre action au bureau de design pour voir comment on peut accompagner nos professionnels municipaux puis nos collègues de tous les services. La pandémie nous a aidés, bien sûr, à engager un peu cette réflexion-là sur l'innovation et les designs. La pandémie a obligé tous nos collègues à l'intérieur de la ville à innover, à sortir des sentiers battus, à développer des nouvelles solutions. On a été partie prenante de cette initiative-là, notamment en développant des processus de recherche par le design ou d'innovation par le design dans le cas des aménagements temporaires de piétonisation, mais aussi, puis c'est peut-être le volet un peu moins connu, pour humaniser les services dans les bibliothèques et aussi sur la question du commerce, pour comment adapter le commerce. Donc, 3 initiatives de recherche qui visaient à développer des solutions pour réagir et pour mieux s'adapter à la pandémie. Maintenant qu'on arrive à la fin, on se dit, OK, on a fait ça, puis comment on repart sur des bases solides pour s'inscrire dans une démarche d'innovation, comment on collabore les designers, puis comment on positionne à l'intérieur de nos démarches d'approvisionnement, nos démarches de gestion de projet, les designers vraiment comme des alliés à l'innovation. Le réseau des villes créatives de l'UNESCO est vraiment un tremplin aussi dans cette réflexion-là. On est en lien avec 40 villes à travers le monde, dont Saint-Étienne, avec qui on a pu collaborer depuis 1 an pour développer le programme, réfléchir. On a eu beaucoup d'interactions et je le ressouligne, on le souligne quelquefois, mais à quel point l'événement d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans notre collaboration. Puis vous allez avoir l'occasion, je ne les nomme pas directement immédiatement, vous allez avoir l'occasion de les entendre au courant de toute la journée pour voir qu'est-ce qu'ils font de leur côté à Saint-Étienne, à la Cité du Design, ainsi qu'à la Saint-Étienne Métropole, la ville de Saint-Étienne, en matière d'action en design. Il y a 2 autres partenaires qui sont importants à souligner là, tout de suite ce matin. La Maison de l'innovation sociale, qui depuis le printemps nous challenge, Virginie, sur nos positions, qui nous pousse à aller plus loin, qui nous fait réagir, et aussi l'école de design de l'Université Laval, là, en fait avec Caroline et Guillaume, qui ont été un autre collaborateur, puis qui ont souvent
qui nous ont souvent aidés à aller plus loin dans différentes initiatives du bureau de design depuis les dernières années. Donc, j'aurai l'occasion de les écouter, mais encore là, c'est 2 collaborateurs que vous allez avoir l'occasion d'entendre un peu plus longtemps, plus tard aujourd'hui. Finalement, le programme de la journée, c'est tendance. Je vais vous le dire un peu. Donc, on va commencer par un premier panel de discussion pour voir un peu plus la démarche théorique, comment se positionne le rapport innovation et design, et des différentes approches puis les impacts qu'on peut espérer avoir. Ensuite, on va avoir une grande conférence dans laquelle on est vraiment content du Design Council du Royaume-Uni qui va venir nous présenter un peu comment ils envisagent les pratiques futures du design. On va prendre la pause lunch. En après-midi, on va commencer avec une petite discussion entre nous. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Comment vous voyez votre perspective? C'est important. On crée un échange de collaboration. On va avoir votre rapport aussi. Et puis, finalement, on va aller sur le terrain, voir des pratiques de designers français, québécois, et des pratiques d'administration publique aussi. Même chose au Québec, en France, pour voir comment on interagit avec les designers de façon un petit peu différente. Et on va conclure par une synthèse de la journée là, pour voir comment on reparle des collaborations, autant sur le plan local qu'international, puis comment on peut intervenir. Donc, ça complète un peu mon mot de journée. On va lancer tout de suite le premier bloc. Donc, c'est une première discussion sur l'innovation par le design, les approches, les impacts. Elle va réunir Guillaume Blum, qui est professeur agrégé à l'École de design de l'Université Laval, Isabelle Verillac, qu'on a présenté tout à l'heure, donc directrice de l'International et de l'innovation à la Cité du design de Saint-Étienne. On va avoir aussi en visioconférence Patrick Dubé, qui est directeur général de la Maison de l'innovation sociale, et Simone Fellinger, qui est designer et chargée de recherche à la Cité du design. La discussion va être animée par Caroline Gagnon, professeure titulaire à l'École de design de l'Université Laval. Donc, j'inviterai sur la scène Caroline, Guillaume et Isabelle pour commencer. Bonjour à tous. Alors, je vais demander à Guillaume d'amorcer sa présentation sur l'innovation. Est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si on peut avoir les diapositives qui... Ah, ok, pardon, c'est moi qui contrôle. Oui, c'est... je vais essayer, en fait, dans les quelques minutes, les courtes minutes qui suivent, de faire quelques liens autour de l'innovation et du design, de tisser des liens entre ces deux concepts, on va dire, qui sont également des pratiques, et de revenir sur un élément de définition de ce qu'est le design par l'innovation par le design. L'innovation aujourd'hui, dans le discours public et même partout, c'est quasiment une évidence. J'ai pris hier quelques références sur Google, 309 références au cours du dernier mois sur Google Actualité, mais 2,5 milliards de références si on regarde sur Google. Donc on en parle tout le temps, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a quand on regarde le contenu de l'innovation? Et pour reprendre les mots de mon collègue Vincent Bontemps, tenir un discours au nom de l'innovation revient souvent à légitimer une série d'ajustements de l'organisation de la recherche auprès de différents agents qui ne s'accordent probablement pas ni sur les réalités ni sur les finalités qu'elles recouvrent. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on parle un petit peu, on l'utilise comme un mot creux pour parler un petit peu de tout et n'importe quoi, faire avancer son agenda personnel ou son agenda politique. Et c'est une sorte de trou noir qui aspire tout ce qui est autour, sans qu'il y ait quand même un contenu qui soit nécessairement, on va dire, sur lequel on puisse s'entendre. Le design, là-dedans, a quelque chose d'intéressant à apporter, notamment, avant ça, en fait, malgré ce discours, je veux quand même revenir sur l'innovation, qui me semble être quand même quelque chose d'important parce que c'est susceptible d'amener des éléments de réponse
à la triple crise qu'on vit aujourd'hui, à savoir la crise sociale, la crise environnementale et la crise économique, qu'on met tout un ensemble d'énergie en fait, pour essayer de ne pas regarder en face. Donc, ça n'a jamais été peut-être autant nécessaire d'innover, pourtant on s'y prend extrêmement mal. Et c'est là où je veux amener en fait les minutes qui me restent, on va dire, sur le terrain du design et qu'est-ce que ça peut amener en termes d'innovation. D'abord, en fait, qu'est-ce que n'est pas l'innovation? L'innovation, c'est pas l'invention. C'est un lieu commun, vous l'avez déjà probablement entendu, mais je fais le parallèle en fait avec trop souvent ce qu'on conçoit en matière de design, à savoir que c'est d'abord et avant tout un processus d'idéation, donc générer des idées. Mais l'idéation, ça correspond un petit peu à l'invention en tant que telle. Si on veut avoir une vision plus globale, il faut regarder ce qui se passe en amont, et en amont, ça veut dire tout un ensemble de recherches, des enquêtes, une compréhension du contexte fine, qui prend souvent des mois pour être bien réalisée, et en aval, une mise en forme, des recherches de financement, d'opérationnalisation, tout un tissu social à réaliser en fait, pour convaincre et pour séduire les différents acteurs de l'intérêt de l'innovation qui généralement ne va de soi qu'une fois que c'est une réussite. Donc elle ne va pas de soi au moment où on la pousse en avant. Et j'en arrive en fait à cette définition qui est un petit peu longue, mais sur laquelle je ne vais pas revenir, qui correspond grosso modo à ce que je suis en train de vous dire, en fait, donc l'importance des phases amont, des phases aval et de la dimension sociale en matière d'innovation. Le processus de design, et puis là je m'appuie sur le travail et la schématisation du Design Council, qu'il reprendra peut-être d'ailleurs tout à l'heure. J'aime beaucoup en fait leur processus en double diamant, notamment la version qu'ils ont révisée en 2019, parce qu'elle part justement non pas d'une solution, mais d'enjeux ou de défis auxquels on souhaite amener des éléments de réponse. Et à ça, elle amène une méthode, quatre phases dans cette méthode, donc la découverte, la définition, le développement, le déploiement, des techniques, en bas c'est la banque de méthodes, mais surtout des principes, c'est-à-dire une vision du monde, des enjeux en fait, une compréhension. Et trop souvent en fait, on va dire ce double diamant est appliqué par des personnes qui sont peut-être un petit peu loin du design pour faire de l'innovation en se basant sur le design, mais sans vraiment comprendre justement toute la culture et tout le contexte qui va y avoir autour. Quand on regarde en fait, et c'est dit autrement en fait, on prend trop souvent le double diamant lui-même sans prendre en considération tout ce qu'il englobe. D'accord ? Ce n'est pas juste un processus à mettre en place, c'est un processus dans une culture et avec une maîtrise d'outils en fait, qui relève elle-même en fait, d'une culture technique, entre guillemets, de designer. Technique au sens large, évidemment. Donc, c'est ça un petit peu, pour le résumer de façon très très concise, le processus du design. Et si on fait le lien avec l'innovation, et là-dessus, je m'appuie sur un article qui a quelques années, en fait, d'Hernandez et de ses co-auteurs sur le design comme langage de l'innovation. On a 6 approches, 6 façons de faire les liens, parfois un petit peu plus en amont, parfois un petit peu plus en aval, mais si vous regardez les lignes du bas, en fait, c'est beaucoup basé sur le processus lui-même dans son ensemble, en fait, qui va permettre d'arriver à un résultat qui va être intéressant potentiellement pour repenser des éléments de l'organisation, pour repenser des stéréotypes, des façons de faire habituelles. Donc, en quelque sorte, je dirais que c'est un petit peu le poil à gratter, le design, puisque ça remet en cause des éléments bien établis dans les organisations. Et ça, en fait, c'est extrêmement difficile et pénible parce que, comme individu, on est habitué trop souvent à agir dans un contexte qui est déterminé, puis sur lequel on s'entend. Et c'est ce qui explique peut-être, dernière diapositive, avant de céder la parole, c'est ce qui explique la difficulté à
avancer le design à l'intérieur des organisations. Parce qu'on se rend compte, quand on regarde les chiffres, et puis il y a plusieurs statistiques qui ont montré en fait que c'était des stratégies extrêmement efficaces pour innover, que ça amenait vraiment de la valeur, ça permettait de créer de la valeur financière, mais aussi de la valeur sociale, de la valeur environnementale. Mais trop souvent, les organisations publiques ou privées s'arrêtent à l'étape numéro 1 ou numéro 2, parfois numéro 3 du schéma suivant, à savoir pas d'activité de design. Donc ça, c'est ce qu'on observe bien souvent. Ou alors le design perçu dans une approche stylistique, c'est-à-dire le rôle du designer est simplement de peaufiner à la fin pour arriver à un résultat qui va être beau, qui va être jugé acceptable par les usagers ou par les clients. Là où ça commence à devenir intéressant, toutefois, c'est à l'étape numéro 3 et numéro 4, à savoir quand on intègre la méthode que je présentais tout à l'heure comme une activité, en fait, dès les phases amont de recherche et d'innovation dans les organisations, encore une fois, publiques ou privées. Donc le design, cette fois, est un processus, mais qui reste dans une ligne de produit, dans une ligne de service ou dans une ligne de méthode d'organisation, par exemple. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est la dernière étape, c'est le design comme une stratégie. C'est quand on peut avoir une vision globale, c'est-à-dire réfléchir même aux objectifs, à la mission, à la façon de s'organiser et à structurer tout autour de toute l'organisation autour de cette vision stratégique-là. Malheureusement, et c'est la difficulté de la chose, ça prend des années pour arriver à ce résultat quand tout se passe bien. Alors quand tout se passe mal, vous imaginez en fait le parcours à suivre. Bien souvent, c'est qu'il y a déjà une culture préexistante, que l'organisation a été fondée par des designers ou a récupéré par le hasard des gens qui sont sensibilisés aux enjeux du design à des niveaux élevés de l'organisation, qu'on arrive en fait à mettre en place de telles stratégies. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Je passe la parole à Isabelle de la Cité du Design. Merci beaucoup, Guillaume, pour la transition. Donc, tu as terminé sur le design pour les organisations. Dans les organisations, donc, la Cité du Design, c'est une organisation publique déjà. Donc, on va commencer par dire quelques mots sur nous-mêmes. Cette organisation qui est un établissement public de coopération culturelle. Et comme tu dis, ça prend du temps, ça prend longtemps. Et aujourd'hui, la Cité du Design, avec la ville de Saint-Étienne, donc fait un peu référence, on va dire, de par son expérience sur le design dans l'action publique. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec des cas concrets. Mais c'est aussi s'appliquer à soi-même ce processus de design. Donc quelques mots sur cette Cité du Design qui est donc à Saint-Étienne, en France. Tout a démarré en 1803 avec l'école des Beaux-Arts. C'est important de rappeler qu'on a démarré avec une école parce qu'on va y revenir à la formation, en fait, dans notre boucle de comment on peut intégrer le design dans les politiques publiques et dans l'action publique. Donc c'est une école d'art et de design. C'est également un lieu d'exposition avec la Biennale internationale de design de Saint-Étienne qui existe depuis 1998. Et depuis 2005, c'est une troisième activité qui est justement aider les organisations et les entreprises à innover avec le design, donc à faire le lien entre les designers et les entreprises au départ privées, mais aussi les entreprises publiques, nous-mêmes étant donc un établissement public. Alors Saint-Étienne, c'est connu pour son design, bien sûr, puisque depuis 2010, comme l'a dit Patrick, nous sommes ville UNESCO de design. Mais comme vous l'avez vu, ça vient de loin. C'est long, c'est vraiment dans l'ADN de la ville de Saint-Étienne, avec des inventeurs, beaucoup d'entreprises, etc. Donc aujourd'hui, et Nathalie Arnoux, qui est design manager pour la ville et la métropole, vous parlera d'exemples concrets d'actions de design pour l'action publique. Mais vous voyez déjà là, c'est déjà un plan d'action, c'est déjà une ville qui s'est emparée du design comme étant un axe fort de sa politique publique.
Et donc, pour revenir, pour bien comprendre, en fait, aujourd'hui, nous allons parler du design pour l'action publique. Mais pour faire ça, il faut avoir une politique publique en faveur du design, donc avec des initiatives qui vont favoriser l'intégration du design. Donc je vais vous donner des exemples, surtout au niveau français et au niveau européen. Et Nathalie vous parlera plus particulièrement après sur des exemples sur la ville. Mais pour avoir une politique de design, une politique publique en faveur du design, il faut s'être appliqué à soi-même déjà ce processus dont a parlé Guillaume. Et là, on parle de designer les politiques publiques. Vous m'avez suivi? Je ne vous ai pas perdu. Donc, il faut bien voir ces différents niveaux. Et c'est bien de commencer en amont, comme sur tout processus de design, pour un projet de design. Déjà, pour faire ces politiques publiques, il faut se l'appliquer à soi-même et arriver à pousser le design très en amont et à toutes les échelles, à l'échelle de la ville, à l'échelle de la métropole, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. C'est ce que l'on fait avec le BEDA, le réseau des centres de design européens. Donc au niveau de la métropole, c'est aussi intégré grâce au travail de notre design manager qui est depuis 2011 justement fait en sorte qu'il y a le terrain favorable pour avoir des initiatives en faveur du design, et il y a un plan, un projet de territoire structurant, Cité 2025, donc qui lui-même est conçu dans un processus de design et qui permet d'avoir du coup le design dans tous les domaines, sur tous les secteurs. Et ça, Nathalie vous en parlera plus tout à l'heure. Comme je disais, il faut aller à tous les niveaux. Donc on a vu la ville, la métropole. Au niveau national, nous avons œuvré tous ensemble, parce que le design, c'est avant tout un processus collaboratif, participatif. Donc en 2019, les acteurs du design, tous secteurs, les écoles, les agences de design, des agences de promotion telles que la PCI, nous avons tous ensemble mené des ateliers de co-création pendant un an avec ce que l'on a appelé donc les assises du design, qui ont donné lieu à 60 propositions que nous avions présentées ici, vous le voyez, fin 2019, au ministre de la Culture et au ministre de l'Économie, avec des propositions concrètes pour mettre en place un plan d'action national en faveur du design. Donc déjà, nous-mêmes, nous avions fait ces ateliers participatifs, mais il faut bien continuer à être dans cette démarche. Je vais vous donner un exemple de ces dispositifs qui permettent de favoriser cette intégration du design. On a des dispositifs d'accompagnement en France et en région qui aident, donc la BPI par exemple, aide avec des subventions partielles les entreprises à faire la première partie d'une démarche design, donc à travailler sur le cahier des charges. Et ça se décline en région. Et c'est très important parce qu'il faut bien comprendre cet enchaînement en fait d'échelles. À la fois, il faut pousser vraiment à l'Europe, mais aussi il faut concrètement que ce soit intégré et que les régions et les acteurs, après les villes, on reviendra à nos villes, s'engagent dans cette démarche. Donc vous voyez, il y a plusieurs régions qui déjà ont mis des dispositifs d'aide, de sensibilisation, de première action, de designer en résidence. Voilà. Un exemple, un autre moyen, parce que c'est la visibilité. Donc dans le cadre de ces assises du design, nous avions proposé, donc j'ai pas dit que la Cité du Design était le coordinateur en fait de ces assises de design avec tous les acteurs cités. Et l'idée était d'avoir une France Design Week. On a tous des événements de design, mais tous en même temps en France, dans toutes les régions. Donc chacun dans sa région organise un événement en septembre parce qu'il y avait la Paris Design Week qui était déjà là, pour pouvoir avoir une force et montrer les effets, l'impact du design et aussi avoir une visibilité à l'international. Il faut avoir des outils, donc particulièrement sur Saint-Étienne et avec Lille Design, on travaille sur les questions d'observatoire, parce que pour avoir un impact, il faut avoir des chiffres, et on n'en a pas encore, pas suffisamment, pour démontrer, et c'est suivre l'évolution, parce que le design, ça évolue, le métier du design justement
change. Aujourd'hui, il devient plus systémique. On arrivera carrément à cette définition-là. Mais entre les designers de produits, les designers de packaging, les designers de services, design management, l'organisation. Donc, il faut arriver à suivre ça. Et on a besoin d'observatoires, comme on a besoin de plateformes de ressources. Donc là aussi, la Cité du Design, en lien avec d'autres acteurs, propose d'avoir une plateforme nationale de ressources pour les entreprises, pour les collectivités, pour les designers, pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations, parce qu'il faut toujours expliquer ce qu'est le design et justement ses définitions. Mais avant toute chose, comme on l'a dit, il faut avoir en interne aussi une politique, s'appliquer à une démarche de design. Et là, on a créé le Conseil national du design, qui est un peu la gouvernance pour pouvoir proposer et coordonner toutes ces actions. Donc, vous voyez ici, donc on en est au début. Hein, là, c'est le bureau du design, donc j'en fais partie. Moi, je suis en rouge sur la photo. C'est de travailler. On vient, il y a des entreprises, etc. Sandra Rey, la présidente, est une jeune start-up très dynamique, etc. Donc, il y a des écoles. Et nous étions accueillis ici, c'est symbolique, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo, par le secrétaire général à l'investissement qui pilote en France le programme France 2030. Voilà, donc comment on essaye d'intégrer le design dans ces dispositifs de France 2030 qui vont définir l'innovation de demain en France, mais on aurait préféré être en amont. Alors, en amont, il y a, pour designer justement ces politiques, il faut que je cite quand même la 27e région qui, pendant longtemps, a œuvré et œuvre toujours là-dessus. Et au niveau français, la DITP, donc la Direction interministérielle pour la transformation publique, qui embauche fait travailler des designers. Donc, ça avance très vite. Il y a un champ énorme pour les designers. Mais pour finir, parce que je ne sais pas où j'en suis dans mon temps, il faut aller jusqu'à l'Europe, parce que souvent on est mal lotis chez soi. Nous, c'est plus facile quand c'est Saint-Étienne qui vient parler de Montréal ou que Montréal vient parler de Saint-Étienne. Comment aussi, avec un réseau d'acteurs comme nous, de centres de design. Donc il y a UNESCO, on a vu la force du réseau des villes. Ça, c'est un autre réseau, plus de centres de design, dont fait partie le Danish Design Council, que tu as cité enfin, justement, qui a mis en place cette intégration du design avec ses différents niveaux et qui a été le premier à créer le Mind Lab, qui était le premier laboratoire d'innovation. Ces laboratoires d'innovation qui permettent justement d'intégrer en amont le design. Le UK Design Council est aussi membre du BEDA. Et donc nous aurons Alexandra qui nous en parlera, mais ça fait partie, c'est vrai, des moteurs pour avoir de l'impact et essayer de faire des études sur la valeur du design afin de convaincre les politiques publiques. Et donc nous, BEDA, on vise l'Europe. Donc on fait beaucoup de lobbying. Depuis 2010, les membres du BEDA avaient proposé à la Commission européenne Design for Growth and Prosperity. En 2017, on avait écrit un autre document, Design Policy for Europe, pour pouvoir, donc on fait beaucoup de lobbying et d'essayer de bien intégrer déjà dans les propositions, dans les programmes européens, le design en amont. Et je citerai pour terminer cette initiative que vous connaissez peut-être du New European Bauhaus, qui a été lancée par la présidente elle-même de la Commission européenne, qui est co-designée, parce que ça a été un processus participatif de co-design, et qui intègre le design à part entière pour justement répondre à ta question du départ, qui était que le design et l'innovation doivent aider à des éléments de réponse pour répondre à la situation actuelle et inventer le monde de demain. Merci. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Guillaume. Alors je vais me permettre de faire une petite mini-synthèse. Alors dans le contexte d'innovation, on conçoit le design donc à la fois comme une méthodologie de l'innovation et à la fois aussi une finalité, donc un résultat, un projet qui va se concrétiser et qui s'exprime donc à travers un produit à vocation commercialisable, un équipement public, un aménagement, une interface web, un service.
et même aussi un processus innovant, vous l'avez parlé, hein, un peu les processus de co-design, de participation, qui auraient, ou qui, qu'on le souhaite, auraient des répercussions positives sur la société. Guillaume, vous avez présenté brièvement comment on peut concevoir l'interrelation entre l'innovation et le design. Alors qu'Isabelle, vous avez présenté les initiatives des politiques publiques en France et en Europe qui posent d'emblée le design comme une démarche nécessaire à l'innovation à plusieurs niveaux d'intervention. Alors je vais vous relancer sur les contextes favorables à l'intégration du design comme facteur d'innovation à la fois dans les organisations, à la fois même dans les modèles d'affaires, donc au niveau économique, les structures organisationnelles et le contexte public. Donc j'aimerais vous entendre, vous relancer sur les contextes favorables qui permettent de pouvoir mieux intégrer le design à l'innovation. Je commence et du coup, ça me permettra de finir sur ma présentation. J'espère que vous l'avez compris, le contexte favorable, c'est d'avoir intégré le design en amont et de l'intégrer dans les politiques publiques avec des designers, de les faire travailler en amont, de travailler en interdisciplinaire. Donc nos designers, on les fait travailler avec les étudiants de Sciences Po, par exemple. Voilà, donc c'est le contexte favorable, c'est en amont, interdisciplinaire et à toutes les échelles. Ça permet d'avoir un levier plus fort en se croisant de la région, du national, de nos villes, jusqu'à l'Europe. J'abonde dans ce sens. J'ajouterais en fait que, et puis c'est l'intérêt de ce type de rencontre, de regarder en fait un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'international et comment s'organisent les activités à l'extérieur. Les activités qui sont menées en France et de façon plus générale en Europe pourraient servir de modèle sur l'organisation de ce que l'on devrait faire pour répondre à la question du comment, c'est-à-dire quel est l'objectif, intégrer le design à l'intérieur justement des différentes pratiques dès les phases amont pour pouvoir en fait donner sa pleine puissance, on va dire, aux activités de design. Comment le faire? À travers un travail de lobbying, de présentation, d'argumentation, de récupération de données, de structuration de ces données pour être capable de présenter en fait les activités auprès à la fois des organisations privées, mais aussi des pouvoirs publics pour les intégrer, on va dire, dans la structure des ministères, des villes, ce que fait le bureau de design par exemple, qui sert de modèle un petit peu au Québec, mais je suis sûr que vous aimeriez avoir une équipe 10 fois plus grande pour justement avoir une force de frappe bien supérieure à ce qu'elle n'est aujourd'hui au Québec et de façon plus générale même au Canada. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui? Oui, Rob Rayside. En fait, ma question, c'est, vous avez parlé de projet, des étapes en amont. Et souvent, typiquement, on travaille beaucoup en amont. Puis, typiquement, tout le processus de design, quand on est... C'est pas ouvert. On a toujours sujet. Correction. Wow. OK. Ça va? Oui, excuse-moi. Est-ce que je recommence? En tout cas, c'est concernant le travail en amont, puis souvent on a confronté, puis les étapes en amont sont floues. Ce n'est pas précis du tout. C'est ça la qualité de beaucoup des initiatives en amont. Puis on veut vite, autant les villes, créer les mandats ou définir les mandats. On veut plus loin dans un processus créer un plan fonctionnel, technique. On est très vite de définir quelque chose qui n'est pas souvent définissable au début. Et tout le monde, les professionnels dans le design, puis j'en fais partie de ces communautés, ils veulent vite dessiner quelque chose. Et souvent, c'est le pire à faire. Sauf si on dessine un processus, c'est que vous avez fait allusion à ça. Et comment on gère le flou? Alors, vaste question. Je me permets de rebondir, en fait, et puis peut-être que
ce sera l'occasion, j'avais raccourci un petit peu ce que je voulais dire pour tenir dans le temps, parce que je parlais tout à l'heure de triple crise environnementale, sociale et économique, et derrière cette triple crise s'en cache une autre en amont justement, qui est une triple crise aussi conceptuelle, symbolique et organisationnelle. Donc dans notre façon justement d'appréhender, dans notre façon de vouloir amener des solutions rapides, d'être peu enclin à accepter des éléments qui sont flous, pour rebondir sur ce que vous dites, à savoir accepter en fait de naviguer dans une zone incertaine, accepter que la solution, elle n'arrive que vers la fin du processus et non pas au début du processus. Tout ça, en fait, c'est des choses qui sont généralement difficiles à accepter, qui sont la force des activités de design. Les designers devraient être en mesure, justement, et de façon générale, en fait, les métiers autour du design, de naviguer dans ces terrains-là. C'est beaucoup plus difficile pour les organisations traditionnelles, pour les organisations dans des approches technocratiques et bureaucratiques, d'accepter, en fait, cette dynamique-là. Et c'est en ça, en fait, que le travail il est extrêmement difficile pour amener, en fait, à conceptualiser les choses de façon différente et à s'organiser de manière, en fait, à accepter que les réponses ne vont arriver que dans quelques mois, voire quelques années. Et ça, il n'y a pas de... J'ai pas de baguette magique, en fait, pour l'accepter. C'est des activités qui nécessitent une co-construction, parce que la co-construction fait elle-même partie du processus d'acceptation. D'accord ? C'est pour ça que je disais que le design comme activité stratégique, ça prenait des années et des années, parce qu'il faut accepter en fait ces procédés-là de naviguer dans des zones un petit peu grises, où tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, où les choses ne sont pas déterminées. Pour arriver en fait à cette étape-là, ça prend des années et puis une certaine confiance qu'on va réussir, en fait, que c'est des méthodes qui sont acceptables et qui mènent à des choses intéressantes. Peut-être juste pour compléter, avant de passer à la question suivante, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Justement, il faut rassurer, parce que c'est comme ça, c'est le processus. Donc, ce que l'on essaye de faire, c'est rassurer en faisant ce que l'on fait aujourd'hui, partager des bonnes pratiques, des exemples de réussite, expliquer, sensibiliser et former. Et là, je reviens au point de départ de ma présentation avec l'école. Nous avons créé un DNSEP mention publique. Il faut former, il faut se former, reformer. On le sait, parce qu'heureusement, on n'a pas les réponses de demain. J'espère qu'on y croit, on va les trouver pour arriver à un monde qui soit plus respectueux de la planète. Mais du coup, c'est tout un processus et le partage de valoriser, expliquer, former fait partie des moyens de rendre l'environnement favorable pour pouvoir faire ce processus. Ça fonctionne. Maya Zeber, laboratoire d'innovation urbaine de la ville de Montréal. Moi, j'ai une question plus pour le pendant. Si on prend ce que vous avez dit, c'est l'innovation, le design, c'est aussi remettre en question le statu quo. Quand on parle de plan stratégique, typiquement celui de Montréal 2030, qui est comme sur 10 ans, comment on fait pour un plan qui est écrit sur 10 ans, de justement imbriquer des éléments de design, alors que le plan, il est comme tout fait, qu'il y a je ne sais combien de budgets qui sont engagés à ce niveau-là. Comment on remet en question le statu quo, mais dans un plan... Il y en a plein des plans à la ville, et dans les politiques aussi, vous parlez de politique, Isabelle. Comment on fait ça ? Alors, j'aurais plusieurs éléments de réponse. D'abord, en fait, théoriquement, un plan est quelque chose en fait, qui sert à guider l'action, pas à rigidifier l'action. Malheureusement, trop souvent, en fait, c'est une activité qui devient rigide et puis le contexte est tel que, voilà, ça, on est pris avec. Je répondrai rapidement à la question en disant, il faut commencer petit, puis je rebondis sur ce que tu disais. Il faut commencer petit et documenter.
donner des exemples en fait de choses, donc aller chercher des budgets en fait pour faire un peu de la R&D organisationnelle. Donc voilà, on veut s'organiser de façon un petit peu différente sur tel projet. Donc débloquer des budgets autour de ça en essayant de convaincre les personnes à l'intérieur. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais l'innovation, c'est une activité sociale avant tout. Ça veut dire qu'il faut convaincre et séduire. Ça veut dire que énormément du travail de l'innovateur ou du designer, ça va être de montrer en fait que sa démarche et le type d'activité qui mène est quelque chose qui s'aligne avec la mission de l'équipe ou de l'organisation en face. Et à partir de là, une fois qu'on arrive à convaincre, débloquer des budgets qui au départ sont petits pour montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire, aller chercher des équipes qui sont motivées à travailler pour justement faire des cas qui sont un peu exemplaires en quelque sorte, et sur lesquels on va être capable de beaucoup miser pour les mettre de l'avant et essayer de séduire ensuite pour viser plus gros. Donc il faut voir ça comme une démarche itérative. Hein. Il ne va pas y avoir une grande révolution demain, ni à la ville de Montréal, ni nulle part ailleurs en fait, mais c'est ces petites étapes en fait, et c'est un peu pénible parce que ça prend du temps, mais en même temps c'est ces petites étapes qui permettent de faire des grandes transformations. Je rappelle, regardez la version numéro 1 des premiers téléphones intelligents et puis la version actuelle, il n'y a pas grand-chose. Pourtant, c'est que des petites transformations successives les unes à la suite des autres. Ou regardez la voiture sur un siècle, c'est que des petites transformations, mais prenez les voitures du début du siècle, du début du XXe siècle, ça n'avait pas grand-chose à voir avec les voitures aujourd'hui. Ah oui, si je rebondis, séduire, et donc séduire ceux qui justement apportent les financements. Il y a de nombreuses tuyauteries de financement au niveau régional, national et européen. C'est pour ça, et là, il y en a beaucoup plus à l'Europe. C'est à l'Europe et à l'international. Quand je dis l'Europe, hein, mais dans les projets européens, on intègre des partenaires internationaux, dont nos collègues de Montréal. On travaille sur la mobilité du futur, mais là, je ne vais pas dévoiler. C'est Sonia, lui, qui vous en parlera ce soir. Mais du coup, c'est vraiment rentrer en amont. Et l'exemple du New European Bauhaus, qui est porté par la présidente, justement, en Europe, donc il y a différentes tuyauteries, Erasmus+, Horizon Europe, Creative Europe, qui apportent des financements. Et grâce à ce travail amont, ils intègrent maintenant le fait qu'il y ait des designers, qu'il faut travailler ensemble pour... alors, il y a 3 mots-clés qui sont le développement durable, l'inclusion et l'esthétique. L'esthétique, c'est aussi le participatif. Mais pour une première fois, designer, artiste sont des mots littéralement cités dans ces fameux appels à projets. Et donc, ça permet d'avoir des financements. Mais pour arriver à les décrocher, il n'y a qu'une seule solution, c'est de travailler tous ensemble, parce que tout seul, c'est énorme. Donc c'est de l'innovation collaborative qu'il faut faire, c'est travailler en réseau pour arriver à aller chercher ces financements et avoir fait en sorte qu'en amont, ils aient bien intégré cette composante et qu'on ait designé ces appels à projets, en fait. On va avoir le temps de prendre une petite question. Il nous reste 1 minute environ. Oui, bonjour, Tommy Mestas de l'Agence de mobilité durable de Montréal. Je voulais déjà rebondir sur la dernière question. Je pense que la prospective stratégique a vraiment un rôle justement pour travailler sur des plans qui peuvent s'étaler sur 10 ans. C'est un peu l'introduction aussi à ma question. Comment est-ce qu'on fait aussi pour... notamment sur l'aménagement avec le réchauffement climatique, avec le changement du climat, le changement des réalités qu'on va vivre. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur différents scénarios pour réaliser nos projets et comment est-ce que le design peut justement être un très bon allié pour travailler sur des scénarios. Par exemple, une ville à plus de degrés, peut-être que la marche, peut-être que la mobilité active n'est plus une solution l'été, peut-être que l'hiver est complètement différent, ça va complètement changer notre approche à la mobilité et aux différents services. Comment est-ce qu'on peut travailler avec des designers justement pour se créer des scénarios et finalement être beaucoup plus résilient dans nos approches d'aménagement?
Je pense que ça appelle à l'autre panel, en fait. Si vous voulez bien, on va poursuivre à l'autre à l'autre panel où on va essayer de répondre à ces questions-là, en fait, avec la Maison d'innovation sociale et avec la Cité du design, où il y aura lieu de penser les scénarios pour répondre aux enjeux de la transition socio-écologique. Alors, Patrick, je te laisse la parole pour présenter. Patrick Dubé de la Maison d'innovation sociale. Alors, va nous présenter le travail que fait la Maison d'innovation sociale en termes de transition socio-écologique. Merci beaucoup. Et donc, un peu de la même manière, le panel va rejoindre Patrick Dubé, directeur de la Maison d'innovation sociale, et Somine Felliger, designer et chargé de recherche à la Cité du design. Donc, Caroline, je te laisse l'animation. Alors, merci. C'est la première fois qu'on anime en visioconférence, donc vous excuserez les petits soucis techniques. Alors, bonjour Patrick, je te laisse la parole. Je vais essayer de vous amener un petit peu ailleurs par rapport au premier panel. Donc, je vais vous amener dans un voyage, en fait, qui nous intéresse, dans une thématique qui nous intéresse beaucoup à la Maison d'innovation sociale. C'est toute la question de la régénération des communs dans la transition socio-écologique. Donc, je vais repartir peut-être de ce que Patrick disait en introduction. La pandémie de COVID-19 a clairement été un électrochoc pour tout le monde, qui a mené à une prise de conscience sur l'importance de la résilience, d'abord personnelle, mais aussi collective, mais aussi, en fait, une prise de conscience que cette résilience-là avait des limites, elle est fragile. Et elle est en fait liée aux limites de notre capacité à faire face à l'imprévisibilité, à la rapidité, à la magnitude des perturbations auxquelles on fait de plus en plus face et qui vont s'accélérer dans les prochaines années. On pourrait même dire qu'il est presque paradoxal à quelque part de parler de résilience quand on parle de reconstruction ou de relance, en fait, aujourd'hui, alors qu'on accélère en même temps nos rythmes, notre course vers le dépassement des 9 limites planétaires qui soutiennent la vie sur Terre. Le climat, en fait, c'est seulement une des 9 limites planétaires qu'on est en train de dépasser. Et évidemment, toutes ces limites-là ne sont pas des silos, ce sont des vases communicants. Donc, prenons le temps juste d'y penser un petit peu. Là. Ce qui était durable il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et ce qui est durable aujourd'hui a toutes les chances de ne pas l'être dans 5 ans. On peut donc se questionner à juste titre, en fait, sur la signification même du terme résilience pour nos sociétés dans un tel contexte. Est-ce que c'est une utopie ou une illusion? Les approches vertes, durables ou, entre guillemets, solutionnistes, là, nos bâtiments LEED, platine, nos véhicules électriques, nos habitations éco-efficientes vont clairement nous permettre d'augmenter légèrement et temporairement notre robustesse face à certains phénomènes perturbateurs, là, plus ou moins mineurs, l'augmentation du prix de l'énergie, l'augmentation du prix de la nourriture, etc. Mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que les bouleversements qui s'en viennent vers nous sont d'un tout autre ordre. C'est le développement d'une résilience puis d'une capacité d'adaptation profonde dont on a besoin et dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est un voyage qui demande d'abord de faire peut-être le deuil d'un certain retour à la normalité, puis l'apologie du solutionnisme en silo, pour imaginer une manière peut-être un peu plus intime, un peu plus nuancée et humble d'articuler finalement le développement de nos territoires et le design de nos territoires avec les systèmes vivants qui nous entourent. Un développement, en fait, qui pourrait s'inspirer peut-être plus structurellement de la dynamique de ces systèmes vivants-là, justement, et qui soutiendrait un engagement qui serait résolu vers la régénération de nos communs, de nos actifs civiques, naturels, construits, humains, sociaux, etc. Le développement régénérateur, en fait, c'est un des champs de pratique qui est en émergence aujourd'hui, qui tente un peu de nourrir cette réflexion-là en proposant des principes, des cadres, des pratiques. Il y a toute une communauté épistémique qui est en cours d'émergence à travers le monde, autour de ces questions-là. Donc, des pratiques qui, à mon sens, pourraient être extrêmement intéressantes pour les différentes disciplines du design. C'est un champ de pratique, en fait, qui nous invite aussi à expérimenter ces nouvelles pratiques-là ou ces nouveaux cadres-là
dans nos actions, nos projets, pour redévelopper ce lien intime-là et nécessaire qu'on doit avoir avec les systèmes vivants en milieu urbain et en milieu rural. Donc, je vais passer à travers quelques petits principes de base du développement régénérateur, juste pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Donc, d'abord, le développement régénérateur nous invite d'abord à réfléchir aux initiatives territoriales en termes de systèmes vivants et entiers. Or, le lieu ou le milieu de vie dans lequel on se trouve, dans lequel s'inscrit un projet d'impact social environnemental, est en soi déjà un système vivant et entier, qui se manifeste d'ailleurs à une échelle à laquelle les êtres humains peuvent s'identifier puis peuvent donc être en mesure d'interagir au quotidien. C'est donc un point de départ intéressant pour commencer à penser puis à parler régénération. Et dans un premier temps, donc, un des principes du développement régénératif, c'est de s'ancrer dans le lieu et de documenter, en fait, l'essence de ce lieu. Son histoire, ses récits, ce qui rend ce lieu unique. Comment est-ce que ce lieu contribue aussi à l'intégrité, en fait, du système élargi dans lequel il s'inscrit, le quartier, le bassin versant, la région, au-delà des limites administratives. Une fois le rôle de ce lieu-là situé et compris dans son contexte élargi, donc une approche régénératrice là, va nous inviter à cartographier à explorer les relations intimes qui existent entre les différents systèmes physiques, sociaux, naturels, économiques, qui vont interagir autour de ce lieu-là et qui vont contribuer à son intégrité. Donc, comprendre les interrelations, ces interrelations-là, c'est une étape essentielle dans une démarche régénérative. On va, donc, dans une approche régénérative, on va tenter de s'éloigner de la tentation qu'on a tout le temps de trouver une solution focus dans un seul système, de maximiser l'impact de notre solution dans un seul système. Par exemple, tenter de réduire les gaz à effet de serre par la mobilité active dans une ville, comme on peut ce qu'on voit à gauche à travers la piste cyclable qui est représentée sur la gauche. Dans un contexte comme celui-là, un projet qui revêtrait un caractère régénérateur, en fait, s'intéresserait plutôt à comprendre les relations existantes entre ce désir d'impact sur la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi les autres enjeux sociaux vécus par les résidents de ce milieu de vie-là, en termes de santé, d'alimentation, de cohésion sociale, etc., mais aussi la dynamique des populations non humaines, la faune, la flore dans le secteur, au sein des parcs, par exemple. Un projet qui revêterait une caractéristique régénératrice, en fait, s'intéresserait à la mobilité active et proposerait, en fait, un aménagement de pistes cyclables qui créerait du même coup un corridor écologique qui relierait des parcelles d'habitat pour favoriser le déplacement des espèces animales, par exemple, et pour contribuer à régénérer la biodiversité urbaine à l'intérieur de la ville ou d'un secteur, tout en favorisant, par exemple, la plantation d'espèces nourricières pour soutenir l'autonomie alimentaire des communautés limitrophes. Donc, on est dans un prisme qui change un peu sur la même opportunité par rapport à des modèles de développement un peu plus classiques. Une fois ces relations comprises, un projet régénérateur va donc chercher à renforcer les relations plutôt que les mettre en tension. Donc, en régénération, on va considérer que la recherche de compromis, lorsqu'il y a des tensions entre différents impacts qu'on souhaiterait générer, impact social, impact environnemental, par exemple, on va considérer que la recherche de compromis fragmente et qu'elle fragmente des caractéristiques qui seraient potentiellement synergiques dans un projet. On va chercher plutôt à favoriser la réciprocité entre les différentes parties à l'échelle des systèmes, sous-systèmes dans lesquels le projet va s'inscrire. Un projet régénérateur va aussi donc miser sur le potentiel du lieu dans lequel le projet s'inscrit plutôt que sur des problèmes présents dans le lieu qu'on cherche à solutionner un problème à la fois. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le fond, chaque lieu possède un potentiel d'adaptation spécifique et intrinsèque à son histoire, à ses récits, à son identité. Lorsque ce potentiel-là est révélé, en fait, il peut devenir le socle d'un projet régénérateur. Et l'exemple qui est ici sur la diapo, c'est l'exemple de Greenwell, qui a su tirer profit finalement de l'identité d'un lieu. En fait, c'est un projet qui vise aux États-Unis à transformer des villages d'anciens pêcheurs, en fait, donc qui ne pêchent plus, et les transformer en fermes d'agriculture océanique, au lieu d'implanter des usines, en fait, dans ces villages-là. Une pratique qui favorise la régénération des côtes par les fermes qui sont mises sous l'eau, qui réattire la faune aquatique,
tout en favorisant la justice économique au sein de la communauté et en préservant le lien identitaire des habitants à la mer. Donc, on a la chance d'avoir quelques initiatives de régénératrices comme ça à Montréal, comme un nouveau voisin qui est porté en collaboration avec Dark Matter Lab et qui s'intéresse à transformer la culture du gazon à Montréal, à même la cour privée de chaque résident, et créer des mosaïques régionales de parcelles connectées, riches en biodiversité, avec tous les co-bénéfices qui en découlent, incluant la création de corridors écologiques en milieu urbain, l'autonomie alimentaire, la micromitigation climatique, la création de modèles de gouvernance citoyens, locaux, alternatifs. Et à la MIS, on soutient de plus en plus de manière intentionnelle des projets qui revêtent ces caractéristiques génératrices à travers nos différents programmes, comme celui du collectif IF, qui vise en fait à faire croître des micro-forêts à croissance rapide dans des quartiers à faible couverture végétale, et qui produit comme nouveau voisin toute une série de co-bénéfices potentiels pour les résidents, les organisations, la Ville de Montréal, la faune urbaine dans les quartiers, en créant des nids de biodiversité, la réduction des îlots de chaleur, la création d'espaces de mixité sociale qui ont le potentiel de pouvoir augmenter, donc de créer de la dynamisme économique local, l'augmentation de la qualité, l'amélioration de la qualité de l'air, la capture des eaux de pluie. Donc, vous avez probablement compris maintenant que je fais partie de ceux pour qui le développement d'une capacité d'adaptation profonde et de résilience aux défis des prochaines années nécessite de penser le développement territorial de manière assez radicalement différente. Et sur la base de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, il m'apparaît assez clair que cette autre façon de voir le développement territorial, en fait, peut être source d'une foule d'opportunités et de défis d'innovation fascinants pour les disciplines du design, territoire par territoire et projet par projet. Ceci étant dit, en fait, les changements de paradigme et de systèmes qui sont nécessaires pour en arriver là se font absolument pas en claquant des doigts. Mais néanmoins, mon intuition, c'est que le design, comme processus, a aussi un rôle clé à jouer dans l'accompagnement de ce changement-là au sein des territoires pour engager plus rapidement, plus efficacement et plus profondément les institutions dans la voie de la transition socio-écologique juste et équitable. Les designers naviguent en fait la relation... Patrick, il te reste à peu près 30 secondes pour conclure. Ouais, j'en ai encore pour 1 minute et quart, j'arrête. C'est correct? On va le prendre. Ah, merci, j'apprécie. Donc, les designers naviguent la relation complexe et nuancée qui existe entre la forme, la fonction, la sémiotique, le dynamisme, l'identité, et ça leur permet en fait de créer de nouveaux espaces narratifs qui peuvent porter loin, qui sont indispensables dans un contexte de changement systémique. Pour illustrer mon propos, si je prends le diagramme des 2 boucles du Berkana Institute, là, dans lequel on voit un système qui est en train de mourir et un système qui est en train de croître, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle du design là-dedans? Bien, je pense que le rôle du design, c'est d'accompagner aussi un processus comme celui-là de différentes manières, en provoquant par l'acte de création critique, en réenchantant les acteurs du système en place, en co-concevant des nouveaux récits sur des systèmes en émergence, également en accompagnant les acteurs dans la transition et en accélérant en fait l'émergence du système émergent à travers de nouvelles stratégies, de nouvelles infrastructures, de nouveaux services et de nouveaux processus. Ça demande un nouveau regard sur la pratique, donc dans lequel l'acte de création, au-delà d'être centré sur l'usager, réduire le risque, être axé solution, doit finalement revêtir un caractère où la gentilité devient centrée sur le vivant, le territoire, où on embrasse la complexité, on soutient l'émancipation des communautés, on reconfigure les relations de pouvoir, on soutient l'inclusion dans la collaboration et on est dans une logique d'apprentissage et de transfert itératif. Ma dernière diapo, avant de vous quitter, je vous dirais donc pour conclure que le passage d'une vision de développement sociétal centrée sur la réduction de nos impacts extractifs à une vision centrée sur la justice du vivant, la régénération de nos communs, c'est probablement en fait une des innovations sociales majeures en devenir dans notre société, certainement en tout cas pour nos générations futures. Puis s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez retenir du moment un peu dense qu'on vient de vivre ensemble, c'est probablement cette citation-là de Wendell Berry. A good solution is good because it's in harmony with those larger patterns. It solves more than one problem and does not create new ones. Merci beaucoup. Merci Caroline. Merci Patrick. Alors, on va passer à Simone Fellinger, designer et chargée de recherche de la Cité du Design. Il sera, après sa présentation, il y aura la possibilité de prendre des questions du public
auprès de nos deux intervenants. Alors, Simone. Bonjour Simone. Bonjour Simone. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez aussi? Oui, très bien. Oui. Là, je suis en train d'essayer de lancer le partage d'écran. Ça a bien fonctionné tout à l'heure. Oui, voilà, ça fonctionne. C'est parfait. Bon. Alors, vous pouvez y aller. Parfait. Ok, merci. Bon, merci. Pour bien respecter les 10 minutes qui me sont accordées, en fait, j'ai choisi de vous lire un texte que j'ai écrit justement pour positionner le Deep Design Lab, un studio de recherche design qui explore de manière profonde, tout le deep, les artefacts, c'est-à-dire les images, les objets, les protocoles, les infrastructures qui organisent en fait les relations entre l'homme et la nature dans le cadre de ce concept qu'on nomme aujourd'hui Anthropocène. Et pour commencer ma présentation, je souhaite vous lire quelques lignes formulées par Jacques Bonaval, alors directeur de l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne, à l'occasion de la première édition de la Biennale International Design en 1998. Il écrit: il faut procéder avec les objets contemporains à la manière des anthropologues qui analysent l'outil traditionnel pour s'immiscer dans la structure mentale des sociétés dont il émane. À partir de la démarche design référable dans l'objet, avec ce qu'elle comporte de volontaire et d'inconscient, c'est la pensée et les enjeux de notre temps qui sont à décrypter. L'objet n'est que le palimpseste des structures psychologiques de la société qui le conçoit. Car bien au-delà du style et de la fonction, bien au-delà du style et de la fonction qui opère sur ou travers une surface, le design d'un objet, d'une image, d'un bâtiment ou des infrastructures est toujours la traduction d'une pensée et donc la matérialisation des valeurs sociales et politiques. Le design occidental, né avec la révolution industrielle, adopte ainsi le raisonnement de la machine qui se traduit en artefacts et usages standardisés, représentés par un décor sans ornement, à la fois universel et sériel. La société de consommation après-guerre incorpore des idéaux capitalistes, l'innovation, la croissance, les statuts, au travers de la gamme et le good design. Celui-ci s'exprime par des matériaux comme le plastique ou par une esthétique aérodynamique de surface lisse, camouflant des réalités matérielles composites. Mais ces sociétés industrialisées de la production et de la consommation de masse génèrent aussi un design de contre-culture décrivant des valeurs opposées. À la fin du XIXe siècle, William Morris confronte ainsi l'artisanat à l'industrialisation. Avec un travail sur mesure et des dessins organiques, il manifeste contre une expression stéréotypée issue d'une relation homme-machine. Le mouvement du design radical, qui émerge dans les années 1960, questionne quant à lui les idées modernistes tracées par le Deutscher Werkbund, le Bauhaus ou l'école d'Ulm. Andrea Planzi et Ettore Sottsass, par exemple, réintroduisent le savoir-faire artisanal et l'ornement en proposant des petites séries d'objets hybrides, absurdes et ludiques, qui provoquent par le superflu et l'inutile. En outre, ces designers et architectes radicaux développent des positionnements critiques dans une période de grande accélération et rendent visible une démarche culturelle et politique créant artificiellement des besoins qui transforment le citoyen en consommateur. Peu de professions sont plus pernicieuses que le design industriel. Il n'y a peut-être qu'une autre profession qui soit plus factice. Le design publicitaire, qui persuade les gens d'acheter des objets dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, afin d'impressionner des gens qu'ils ont votent, constate Victor Papanek, et confronte le design industriel de masse avec des formes et une esthétique do-it-yourself.
Inspiré par les propositions de géo-ingénierie de Buckminster Fuller, aussi bien Victor Papanek comme Stuart Brown s'inscrivent dans une contre-culture de niche écologique pour une élite blanche qui se fonde sur la maîtrise et l'extériorité de l'objet nature. Les périodes de la révolution industrielle et de la grande accélération sont aujourd'hui parmi d'autres en discussion pour marquer le début d'une nouvelle époque géologique, celle de l'Anthropocène. Le terme a été introduit par Paul Crutzen et Eugen Sturmer pour nommer une mutation environnementale provoquée par les activités humaines, à savoir l'agriculture, le colonialisme, l'industrialisation, l'urbanisation ou le consumérisme. En ce sens, l'homme aurait créé une nouvelle couche géologique, archivant les traces anthropogéniques, le plastique, le béton, les radioisotopes, le génocide. En partant du constat que le design ainsi que la culture visuelle et matérielle et l'Anthropocène sont intrinsèquement liés, nous avons donc fondé en 2019 le Deep Design Lab à la Cité du Design, École supérieure d'art et design Saint-Étienne. Il s'agit d'un studio de design recherche qui s'intéresse aux projets, qui explore les objets, les images, les infrastructures, qui modélisent notre pensée moderne, les valeurs sociales et politiques devenues fortes donc, et qui conditionnent l'Anthropocène en conséquence. Le terme deep renvoie ici vers un design profond qui défie la vision moderne du monde et du design. Celle-ci se caractérise par un style qui masque et simplifie des relations pourtant complexes et interconnectées. Au lieu d'un design actualisant les dualismes comme nature-culture ou objet-sujet, comment rendre visibles des alliances qui font partie intégrante de nos vies? En questionnant la performativité du design et sa capacité à créer des valeurs sociales et politiques, comment matérialiser une idéologie post-anthropocentrique qui puisse se traduire en attitude? Autrement dit, comment concrétiser les dépendances pour défaire les fictions modernes et coloniales qui évoquent la nature ainsi que les êtres humains déclassés en tant qu'objets et ressources exploitables et maîtrisables à l'infini. Avec ces questions se sont positionnés les 3 projets fondateurs menés au sein du Deep Design Lab entre 2019 et 2022. Je parle rapidement. Avec Soustraire, la designer Mathilde Pelé définit une nouvelle stratégie de décroissance par la soustraction. Au-delà d'un design purement critical et spéculatif, Maison Soustraire est une expérimentation qui explore des questions actuelles. Comment reconfigurer son habitat, les objets et les usages afin de créer de nouvelles scénographies pour un monde désormais instable et en réaménagement. À quoi je tiens, de quoi je dépends. Du 19 octobre au 13 décembre 2020, Mathilde Pelé a vécu dans un appartement à Saint-Étienne. Pendant 8 semaines, la matière des 112 objets présents dans son lieu de vie a été soustraite progressivement, ce qui a entraîné une reconfiguration continue de l'espace, des objets et des usages. En présence d'un tiers de matière restante, elle a cherché les limites matérielles de ces objets et usages afin de tester les formes successives de fonctionnalité de son habitat. L'arbitrage des soustractions, quels objets sont diminués, a été dirigé par des citoyens qui avaient la possibilité de soumettre leur choix sur un site internet dédié à l'expérimentation. Les résultats préliminaires de cette expérimentation ont été exposés lors de la Biennale internationale design Saint-Étienne cette année. L'histoire de Saint-Étienne est aussi étroitement liée à l'histoire de l'extraction des sols par l'homme. Les mines, en tant qu'artefacts de l'Anthropocène, sont le reflet des transformations environnementales provoquées par l'action humaine, comme l'extraction des ressources, le déplacement de la terre ou la pollution des sols. Comment le design peut-il contribuer à rendre à nouveau habitables ces paysages altérés? Comment instaurer un nouveau contrat de cohabitation entre humains et non-humains? Comment changer les récits modernes? Avec Renoué, le designer Jean-Sébastien Foncé s'intéresse à l'histoire des sols et de leur métabolisme en proposant des outils et des scénarios pour faire monde avec la Renoué du Japon.
Cette plante exotique, dite invasive, possède de nombreuses propriétés d'usage, notamment en remédiation des sols. En suivant les saisonnalités et les mobilités de la plante, Jean-Sébastien Poncet expérimente une ferme urbaine nomade dont l'activité s'articule autour des qualités de celle-ci. Et avec New Weather TV, c'est un projet que moi je mène, je pars de l'hypothèse que la culture visuelle contemporaine construit sa réalité sur les images. Lorsque les images représentent, médiatisent et créent des réalités, nous devons donc réfléchir de manière critique à nos archives, à propos de la façon dont les récits ont été inventés et à qui et à quoi ils sont liés. New Weather TV s'intéresse à la production, diffusion et réception des images du bulletin météorologique et les fictions modernes qui l'incrustent dans nos réalités quotidiennes. Une fiction qui évoque notre environnement comme objet externe, calculable et qui se raccroche à l'image des États-nations, bien que les migrants non humains comme les aérosols ne peuvent pas être arrêtés à la frontière. Comment redesigner cette vision moderne du monde qui pénètre quotidiennement dans nos corps via le bulletin météorologique? Voilà pour cette petite introduction au Deep Design Lab. Merci. Et je pense qu'on va discuter un peu plus profondément après. Merci Simone. Je pense qu'on va ajouter Patrick Dubé aussi à la conversation. Alors, je vais laisser à la technique le temps de rejoindre Patrick. Je suis là. Ah, bonjour Patrick. On ne vous voit pas encore, mais je vais en profiter. Voilà, alors bonjour Patrick, bonjour Simone. Je vais reprendre la question qu'on a posée tout à l'heure, qui était la question des scénarios, les scénarios prospectifs. Parce qu'en fait, la question de tout à l'heure appelait, je pense, la thématique de ce panel. Et donc, comment le design pourrait, soit dans une perspective de design régénératif ou de design profond, comment, en fait, le design pourrait initier des scénarios possibles, des nouvelles opportunités, des nouveaux possibles pour faire face aux enjeux de la transition socio-écologique. Donc, je vais vous relancer sur cette question-là. Simone, voulez-vous y aller ou j'y vais? Allez-y, Patrick. Bon, ce que je pourrais dire, c'est qu'à partir du moment où les enjeux sur lesquels, les enjeux qu'on a envie d'adresser, que ce soit à travers un modèle régénératif ou pas, mais ont été révélés, ont été mis de l'avant, ont été rendus visibles. Le design a certainement cette capacité-là, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir réenchanter les parties prenantes à travers une démarche qui peut définir des trajectoires possibles. Et ce qui est bien intéressant, c'est la capacité par le prototypage d'incarner ces trajectoires-là. Donc, de pouvoir les rendre tangibles à travers des objets, à travers des expériences, que ce soit des expériences virtuelles, des expériences dans le monde réel, etc., mais des expériences qui puissent venir toucher des personnes, différents types de publics, pour pouvoir encore mieux les engager dans un processus de sélection d'un ou deux de ces scénarios-là, vers une démarche subséquente qui serait une démarche d'expérimentation. À cette étape-là du réenchantement, souvent, un des enjeux qu'on voit lorsqu'on n'est pas en lien avec les capacités du design, c'est qu'on est dans un dialogue qui finalement a beaucoup de difficultés à atterrir sur le futur souhaité. On est dans des généralités, on est dans l'expression que j'utilise toujours, c'est qu'on a tendance à jouer au tennis, pas de balle. Donc, la part disciplinaire du design, dans un contexte comme celui-là, c'est de nous aider à atterrir en matérialisant finalement différents scénarios, différentes visions, en incarnant finalement dans différents médiums ces réflexions-là
pour qu'on puisse les utiliser comme des objets frontières et pouvoir jouer avec ces objets frontières-là, pouvoir les questionner de manière critique, mais aussi de pouvoir en voir l'étendue, les enjeux, le potentiel d'impact, etc. Donc, moi, ce serait la réponse que j'aurais envie de dire sur comment est-ce que le design peut contribuer à la scénarisation. Évidemment, c'est un processus qui doit se faire en co-construction avec une série de parties prenantes. Et je pense que le design a un rôle clé dans la capacité à incarner ces futurs-là dans des prototypes qui peuvent permettre aux parties prenantes de pouvoir avoir des objets frontières sur lesquels poser des regards qui ne sont pas nécessairement toujours les mêmes, mais poser des regards et en faire des objets de discussion. Vous relancez, Simone. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter, notamment avec les expérimentations que vous avez faites à Saint-Étienne sur ces questions-là. Oui, là, je rejoins complètement Patrick sur ces propositions. Peut-être pour ajouter juste encore une partie qui nous semble très importante justement via cette idée d'un design profond, c'est aussi ce moment d'analyse, c'est-à-dire en amont, quand on questionne en fait les contextes dans lesquels se posent en fait les problématiques, les questions. En fait, je pense qu'avec cette analyse un peu plus profonde, il est aussi important de voir, de mettre en scène en fait les idéologies qui sont cachées et souvent on agit. En fait, justement là, dans ma petite présentation, j'ai essayé de montrer à quel point chaque traduction, chaque proposition de design est quand même une traduction des idéologies. Et quelquefois, nous, on vit avec ces idéologies qui se sont créées justement depuis très très longtemps, qui sont incorporées. Et quelquefois, quand on questionne un scénario tel quel, ils sont intéressants de regarder en fait les scénarios actuels et les questionner d'une manière très profonde pour savoir d'où ça vient, pour ensuite pouvoir en tant que designer les déconstruire et les redesigner. Merci Simone. Est-ce qu'on aurait le temps? On a le temps pour une petite question. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait poser une question dans la salle? Non. Je vous laisserai le mot de la fin. Vous avez parlé de réenchantement, Patrick, puis en même temps aussi, Simone, vous parlez aussi de la question d'analyse ou en fait, à tout le moins, de réfléchir aux idéologies dominantes qui animent nos pratiques, notre quotidien. Comment réenchanter quand on doit remettre en question ces idéologies-là? Donc, c'est peut-être une question qui, concrètement, peut-être retomber aussi, Patrick, vous avez parlé tout à l'heure, il faut retomber sur le concret, c'est un peu le rôle du design dans cette perspective-là, mais remettre en question des manières de vivre, des manières de faire, c'est tout un contrat pour les designers. Donc, j'aimerais vous relancer sur cette question-là, à savoir, oui, on doit remettre les idéologies en question, mais comment le design peut se prêter au jeu de manière à pouvoir illustrer de manière assez concrète les répercussions. De manière, ce que j'ai compris, c'était quand même de manière positive aussi, enthousiasmante, ce qui est tout un pari aussi en même temps. Peut-être que je pourrais commencer rapidement. Dans la dernière partie de la présentation, je suis allé vite, là, mais dans les contributions, la première contribution dans un contexte de transformation de système, celle que j'identifiais, c'était celle de la provocation. Et celle de la provocation, avant le réenchantement, donc celle de la provocation, c'est celle de pouvoir révéler l'invisible dans le système. Et quand je parle d'invisible, je parle de quoi? Je parle en fait des éléments qui sont des objectifs réels du système, des idéologies qui sont sous-jacentes, les flux d'informations qui sont cachés dans le système, les effets délétères qui se voient mal parce qu'ils s'expriment entre des échelles
à l'intérieur du système. Et à partir du moment où on a une analyse critique qui est faite de la façon dont la dynamique du système se déploie sur un territoire à travers ses différentes échelles et à travers ses différentes parties prenantes, ça devient excessivement difficile pour une personne qui n'a pas les bons outils de faire du sens avec ça. Okay? Donc, ceci étant dit, le design a comme potentiel, encore une fois, à travers le prototypage, à travers des approches de design critique, il me semble, et je vous dis ça n'étant moi-même pas designer par ailleurs, donc je vous dis ça en toute humilité, et si j'ai tort, vous me le dites. Mais il me semble que le potentiel du design ici est certainement, encore une fois, de pouvoir incarner à travers l'acte de création, à travers la forme et la fonction, les parties de ce système-là qui sont soit dysfonctionnelles ou qui sont soit incohérentes avec les aspirations, en fait, d'une communauté, d'un territoire, et de pouvoir les révéler d'une manière qui parle à différents types de publics pour pouvoir mieux par la suite les engager dans un contexte de co-construction. Beaucoup, Patrick. Je vous laisserai peut-être un petit 30 secondes, Simone, pour réagir, puis ensuite on passerait à la pause. Oui, et peut-être juste pour rejoindre encore une fois Patrick, je pense que c'est ça aussi le grand enjeu de notre époque, c'est de rendre visible et prendre en compte en fait la complexité des choses. En fait, toutes ces infrastructures systémiques extrêmement complexes que justement le design moderne a essayé de cacher, on peut dire. Et même aussi aujourd'hui dans ces projets qui se réduit à des commandes, en fait, quand on demande toujours des solutions à des designers, en fait, c'est justement de défaire cette approche assez simpliste pour de prendre vraiment en compte en fait la complexité des choses, de visualiser la complexité du système. Et je pense que c'est ça qui est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux. Alors, merci Simone, merci Patrick. Nous allons prendre une pause et ensuite, nous allons revenir sur cette idée-là de système et de voir comment le design peut transformer les systèmes avec la présentation d'Alexandra. Deschamps-Saucineau. Pardon? Deschamps-Saucineau. Tout à l'heure à 10h50. Alors, on vous invite à aller prendre un café et à nous revenir tout de suite après la pause. Merci beaucoup, Caroline.